Olivier Weber, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre L'Enchantement du Monde. C'est un roman. Alors, je pourrais dire que, bon, vous êtes à la fois romancier, ce qui est vrai, mais vous êtes aussi journaliste. Vous avez obtenu le prix Joseph Kessel, prix Albert Londres, bien sûr, qui est le plus grand prix attribué à un journaliste. Le prix de l'aventure. Vous avez été ambassadeur de France itinérant. Et vous avez publié donc jusqu'ici un peu plus de 20 livres. C'est votre 21e ouvrage. Vous aimez écrire et vous aimez enquêter et vous aimez surtout enquêter dans des pays difficiles. Je sais que vous êtes allé très souvent dans les pays en guerre et notamment ces dernières années, évidemment, Irak, Syrie, Kurdistan, etc., etc. Et que vous vous sentez très concerné par ce qui se passe là-bas. Afghanistan aussi, vous avez été l'un des témoins et vous avez connu Massoud à l'époque en Afghanistan. Oui, oui, Massoud qui était donc un résistant contre le fanatisme, un résistant contre les talibans, mais pas simplement contre ce qu'était donc Daesh avant l'heure, à savoir Al-Qaïda. Et Massoud disait, mais attention, ce n'est pas simplement ma vallée, le Panjshir, que je protège, ou mon pays, l'Afghanistan, c'est une partie du monde, parce que j'essaie justement de vous protéger, vous les Occidentaux, de ce qui va arriver comme déferlante. Et malheureusement, le commandant Massoud avait raison. Et vous avez fait aussi un grand nombre de documentaires et de films. Alors là, cette fois-ci, donc vous changez un petit peu de registre, bien encore une fois que vous ayez déjà publié de nombreux romans. Ce roman a pour titre L'Enchantement du Monde et L'Enchantement du Monde nous projette 5 siècles en arrière. Mais curieusement, et on va le voir dans un instant, ces 5 siècles en arrière, finalement, sont un petit peu ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, alors c'est un roman, d'actualité pour moi. J'ai voulu l'écrire puisque, j'ai entendu, cette histoire quand j'étais en Turquie, mais aussi à Venise, que le peintre le plus en vue au XVe siècle de Venise, le peintre Bellini, donc a été demandé par le sultan ottoman. Et le sultan ottoman, Mehmed II, c'était l'homme qui avait conquis Constantinople aux chrétiens et qui était donc la terreur en quelque sorte de l'Occident, le grand Turc, le seigneur des 2 mers, et cetera. Et en tout cas un homme honni. Et quand Bellini accepte la mission et qu'il arrive par bateau au pied de ce palais du sultan qui s'appelle Topkapi, qu'on peut encore voir aujourd'hui au-delà du Bosphore, au-dessus du détroit à Istanbul, eh bien, il rencontre le sultan qui lui dit: «Tu vas m'aider maintenant à briser un tabou de l'islam». Et qu'est-ce que c'est que ce tabou? Eh bien, c'est de ne pas représenter l'homme à son image. Bellini donc va faire le portrait du sultan ottoman. Et pourquoi? Parce que le sultan veut en même temps, briser, une sorte de fondamentalisme avant l'heure, le fanatisme de certains mollahs, de certains religieux à Istanbul. Et donc il sait que pour réformer cet empire ottoman, il a besoin de s'assurer de la primeur de l'image. Et Bellini donc va devenir une sorte d'ami avec, l'homme le plus puissant du monde de l'époque. Pourquoi Bellini accepte-t-il? Alors il accepte Qu'est-ce parce qu'il a que gagné dans oui, l'histoire? qu'est-ce qu'il a gagné? Bah, pas grand-chose au départ, parce qu'il a plutôt peur lorsqu'il, se rend donc à Istanbul. Mais, d'abord, il va gagner l'amour, parce qu'il va trouver l'amour à Istanbul, mais aussi parce qu'il va incarner cette mission de paix entre Venise, qui est la grande république ou l'une des grandes républiques, la Sérénissime de la mer Méditerranée, et puis Istanbul, l'ennemi en fait de la chrétienté. Et donc en même temps, il va se dire: «Mais quel gâchis si jamais évidemment on n'arrive pas à faire s'entendre ces 2 mondes». Le sultan en même temps, arrive à le convaincre en lui disant: «Mais derrière moi, il y a non seulement un grand empire, mais il y a aussi, des janissaires, il y a aussi, des comploteurs, il y a des intrigues, il faut absolument m'aider». Et donc, dans cette amitié finalement va naître, une forte relation, mais aussi l'avenir des liens entre l'Occident et l'Orient. Alors, vous décrivez évidemment un Constantinople ou une Constantinople, Istanbul aujourd'hui, qui a, profondément, changé. Mais, on se replonge là dans le XVe siècle et vous avez travaillé vous-même sur les archives, vous avez enquêté pour essayer de savoir à quoi ressemblait cette ville, dès qu'elle a été prise ensuite par les Ottomans. Oui, alors je me suis rendu plusieurs fois en Turquie, à Istanbul, mais aussi à Venise, ce qui n'est pas désagréable. Et finalement, il y a une sorte, d'esprit d'Istanbul qui perdure parce que finalement, Istanbul, c'est l'héritière de Constantinople. Constantinople, c'est l'héritière de Byzance. Et il y a toujours une sorte, d'esprit comme cela, cosmopolite, voire œcuménique. Et donc la ville-monde par excellence, qui est bâtie vraiment sur 2 continents, l'Europe et l'Asie, ce n'est pas un cliché, c'est vrai, c'est construit comme cela par strates. Et Bellini va voir ça et quand Bellini découvre, cette belle ville qui est à cheval,
sur ces deux parties, de part et d'autre du détroit du Bosphore, eh bien, il va découvrir aussi la partie chrétienne qu'on appelle Péra, qui veut dire la ville d'en face. Et là, il y a des cabarets, il y a des lieux de culte, il y a des églises, il y a des synagogues, il y a Ah, on même des s'engage maisons dans de les passe. ruelles, hein, avec vous. Absolument. Il y a même des bordels que fréquentait à peu près tout le monde. Et donc, on boit du vin également. Et il y a en même temps cet esprit de tolérance qui est mis à mal par ces fanatiques qui sont en train de débouler. Et finalement, à quoi s'attelle Bellini, mais aussi son nouvel ami, l'empereur ottoman, c'est détruire ou contrecarrer en fait ce fanatisme. Et finalement, c'est du Daesh avant l'heure. 5 siècles après, cela recommence. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi l'expression de cette guerre de l'islam contre l'islam. Et je crois que c'est important d'avoir toujours en tête que l'image doit perdurer. Les temples, comme le temple de Palmyre, comme aussi les sculptures des Bouddhas de Bamiyan, doivent perdurer. Quand on tue, quand on touche, moi je parle d'assassinat des pierres, quand on assassine les pierres et les temples et les sculptures, on touche l'âme des peuples. Et Bellini, finalement, était l'homme qui incarnait cette mission de sauvegarde. Alors à l'époque, il y avait une secte dont on a tous entendu parler, hein, c'est la secte des assassins. Oui, la secte des Qu'est-ce que assassins c'était? qui perdurait, alors qui a été créée au XIe siècle en Oui, Perse. bien avant. Bien avant, avec Hassan Sabbah, qu'on appelait le Vieux la Montagne, qui était une secte chiite dissidente, entre guillemets, et qui envoyait des spadassins, des tueurs de par le monde musulman à l'époque, pour exécuter des ennemis. Et il en est resté quelques cellules, on va dire, autonomes. Alors, il y a le travail aussi du romancier qui fait qu'on peut inventer et réinventer sans cesse. En tout cas, le sultan ottoman avait face à lui les dauphins ou les héritiers de ces sectes-là qui menaçaient l'Empire. Un empire, encore une fois, de tolérance, d'ouverture, puisque le jeune Mehmed II, lorsqu'il a conquis Constantinople des mains des chrétiens, donc en 1453, avait 21 ans. Il parlait plusieurs langues, il était très féru de culture occidentale, et il s'est empressé, quelques jours après la conquête de Constantinople, de faire revenir les anciens Levantins, les Byzantins, mais aussi les Grecs, les Juifs et les Arméniens, pour ouvrir non seulement la ville, mais tout l'Empire ottoman. Et c'est cet esprit-là que Bellini va essayer de sauver. Bon, enfin, la prise de Constantinople, ça n'a pas été une bataille, disons, douce. Non, on n'avait pas affaire à des tendres à l'époque. Il y a Hein. eu les fameux 3 jours de pillage, qui était un peu la règle dans toute conquête de ville, et surtout de la part des Ottomans. Mais lui, le sultan Mehmed II, avait un côté despotique, certes. C'était un dictateur, en tout cas un empereur. Et pour tenir un empire de cette taille-là, il fallait couper des têtes et de part et d'autre des frontières, mais c'est quelqu'un en même temps qui était une sorte de despote éclairé. Donc il voulait réformer l'islam, et lui parlait l'hébreu, il parlait le grec, il parlait le latin, en plus du persan, de l'ottoman et de l'arabe. Il a vu la Bible et il disait, mais pourquoi vous les chrétiens, vous avez réussi à faire ce qu'on appelle en grec l'exégèse, c'est-à-dire l'exégèse? Pourquoi les juifs ont pu faire aussi l'adaptation, l'exégèse de leurs textes sacrés, la Torah, etc. Et pourquoi nous, les musulmans, on ne le ferait pas? Et c'est ce qu'il va tenter de faire. Alors je ne dis pas la suite, mais en tout cas, Bellini va l'aider. À l'époque, l'Empire turc, l'Empire ottoman, n'était pas aussi important que ce qu'il va devenir par la suite. Oui, eh bien, c'est assez étrange parce que là, on a affaire encore à un empire de nomades, et tout d'un coup, il s'arrête sur les bords du Bosphore, cette ville magnifique dont on disait depuis des siècles qu'elle était destinée à conquérir, à tenir le monde même. Et puis, Mehmed II, donc ce jeune conquérant, s'aperçoit que c'est très dangereux parce qu'un empire nomade, donc en mouvance, qui s'arrête, qui s'assied en quelque sorte dans une grande ville, aussi belle soit-elle, donc qui était donc Constantinople, c'était dangereux. Et en même temps, l'empire peu à peu va s'accroître. Il va y avoir des satrapies, des vassalités, des provinces plus ou moins tenues par des rois locaux, des rois clés. Et c'est toute l'intelligence de l'Empire ottoman que d'avoir eu comme cela des provinces à s'éloigner. Ça allait jusqu'au Maghreb, ça Ah allait bien oui, sûr jusqu'en Arabie c'est un Saoudite. empire qui a fait le tour de la Méditerranée. Tout à fait. Hein. Et le grand exemple pour inspirer en fait Mehmed II, c'était Alexandre le Grand, le grec, le macédonien. Lui, Mehmed II, le musulman, voulait être donc le nouveau grec en quelque sorte. Et donc c'est vrai que l'Empire ottoman, lorsqu'il a pris le pouvoir, était le plus grand empire du monde. Il gouvernait aussi bien, c'est ce qu'on a vu par la suite en tout cas, avec des chrétiens que des juifs, Oui, oui, parce que le sultan s'est contrairement à l'idée aperçu que reçue. seul, oui, c'était pas une idée reçue. Il savait que seul, en tout cas avec ses Ottomans, avec ses janissaires, avec ses milices et ses fonctionnaires d'un empire immense, il ne C'était pas pouvait pas suffisant. régner. C'était pas suffisant. Il avait besoin non seulement d'avoir des vassaux, des alliés, des amis, mais aussi d'autres représentants, d'autres religions. Et il savait que la grande richesse d'âme et culturelle
de Byzance et de Constantinople, d'Istanbul, c'était donc cela, c'était donc aussi cet œcuménisme, ce cosmopolitisme qui perdure aussi, peut-être pas partout en Turquie, mais en tout cas à Istanbul aujourd'hui. Et c'était donc la clairvoyance, l'intuition de Mehmet II que d'avoir voulu non seulement faire ce portrait que va réaliser Mehmet II, mais aussi de réinviter les anciens byzantins et levantins. Alors, on peut découvrir effectivement le portrait de Mehmet II par Bellini, portrait donc exécuté en 1479. Il est là, il se trouve pratiquement à la fin du livre. Il ne figure pas sur la couverture. Vous avez préféré, ou peut-être votre éditeur a préféré une jolie femme. Oui, l'histoire, c'était Hein. aussi de montrer, la relation d'amour et toute cette histoire initiatique que va connaître, Bellini. Je n'en dis pas plus là non plus. Mais en tout cas, on est vraiment, aussi, dans l'orientalisme, finalement, l'Orient rêvé, auquel rêve d'ailleurs aussi une bonne partie des musulmans. Et on va retrouver les 3 religions du livre, des chrétiens, des musulmans et des juifs ou des juives, puisque, Bellini va retrouver aussi des femmes qu'il a connues à Venise. Est-ce que Mehmet II parviendra à ses fins? Est-ce qu'il parviendra justement à, mmh, à abolir certains de ces tabous de l'islam? Alors oui, en partie parce qu'il va réussir donc à entraver, le vœu, finalement, l'intrigue, des fondamentalistes et des comploteurs, en fait, autour de lui, non seulement dans le palais, mais aux marches de l'Empire. Et cela a été difficile parce que c'est une bataille militaire, en quelque sorte, une bataille aussi, à l'intérieur du sérail, à l'intérieur du palais, sérail étant un mot, local, on va dire. Et puis, deuxièmement, c'est aussi une bataille religieuse, en fait. Il faut absolument ouvrir ou adapter les textes au monde moderne de l'époque. Donc là, on était quand même plusieurs siècles après le règne du prophète Mahomet. Et Mehmet II avait compris cela. Si l'islam ou l'interprétation de l'islam s'arrêtait finalement au fondement du 7e siècle, c'en était fini de toute l'oumma, de toute la communauté des Est-ce croyants. que c'est ce qui pourrait expliquer, bien plus tard, à la fin du 19e et 20e, le passage d'une Turquie finalement, laïque, qui, se montre beaucoup plus souple, avec, les principes musulmans, Oui, ben avec Kemal? oui, quand Mustapha Kemal a pris le pouvoir dans les années 20, il a lui aussi coupé les têtes comme une sorte de sultan laïque pour justement empêcher le religieux de continuer à exercer le pouvoir. Il fait une sorte de concordat militairement parlant, il réussit, donc les voiles et les fez, les couvre-chefs religieux disparaissent du paysage, de la Turquie. Il a voulu vraiment, installer la Turquie moderne sur les ruines de l'Empire ottoman. Mais on appelait déjà l'Empire ottoman, donc avant même la fin de la Première Guerre mondiale, l'homme malade de l'Europe. L'Empire ottoman était en totale déliquescence et peut-être que les plus grands souverains ottomans, les plus grands sultans ont été ceux du 15e, 16e, 17e siècle jusqu'à Soliman le Magnifique et quelques autres héritiers. Mais ensuite, l'Empire était trop grand. Et je crois qu'il existe encore cet esprit cosmopolite à Istanbul, qu'incarne aussi le portrait de notre ami Gentile Bellini, le Vénitien, qui a importé avec lui aussi l'esprit de la perspective et de la Renaissance. Le bandeau, de votre livre est intitulé, «Un livre, contre le fanatisme et l'intolérance». C'est ce que vous avez voulu faire? Oui, absolument. À force de fréquenter les pays en guerre, de l'Irak à l'Afghanistan, je m'aperçois bien évidemment qu'il y a une guerre interne en fait au monde musulman qui se mène et qui n'est pas tout le temps réussie, puisque je crois qu'il était facile quand même de déceler, par exemple, ne serait-ce que pour ce mouvement-là, les ferments de Daesh. Et peut-être que le monde arabo-musulman, mais aussi le monde occidental, ont été trop aveugles, ont perdu du temps. Et voilà, c'était aussi pour parler d'un esprit de tolérance, d'une part, et puis deuxièmement, d'un âge d'or de l'islam, et puis troisièmement aussi d'hommes de bonne volonté qui permettent aussi de faire une sorte de pont entre les deux mondes, comme Bellini à l'époque, qui a contribué à Et même sauvegarder deux, bien l'image, sûr. et puis le texte sacré. Merci beaucoup Olivier Merci à vous. Weber. Alors voilà, je rappelle le titre de votre livre, «L'enchantement, du monde», un roman, qui va puiser aux meilleures sources, hein, 2 ans d'enquête, à Istanbul et à Venise, aux éditions Flammarion et vraiment c'est un livre formidable qui à la fois replonge dans toute une histoire et qui nous concerne, qui c'est vrai, qui nous concerne véritablement au plus près aujourd'hui parce que on retrouve quelques-uns des grands soucis, de notre temps. Merci. Merci à vous.